Bonjour Bertrand. Bienvenue sur Revenu et Cause. Alors je suis vraiment ravi de t'accueillir aujourd'hui. C'est notre premier épisode de podcast et c'est le premier épisode de j'espère une longue série. Et t'es un guest un peu particulier pour nous parce que quand on s'est dit qu'on allait créer un podcast autour du revenu avec Aude et Corentin, mes deux associés chez Okobo, en fait on imaginait mal se lancer sans t'avoir comme premier invité. Pour les gens qui nous écoutent, on peut même dire que Kokobo n'existerait pas sans toi, puisqu'on s'est rencontrés tous les trois chez The Fork, lorsque ça s'appelait encore La Fourchette, en 2015. Et quand on pense en fait à belles histoires à raconter autour du revenu, et ben en fait naturellement nous on pense à La Fourchette puisqu'on l'a vécu avec toi. Donc c'était très important pour nous que tu puisses nous parler de cette belle success story, parce qu'il y a vraiment énormément de choses à raconter. Donc je pense qu'on pourrait discuter pendant des heures, puisqu'au-delà de La Fourchette, tu fais beaucoup de choses, tu as énormément d'activités. Alors, on peut citer ta newsletter, les cactus, la décarbonation pour les nuls. Je ne peux que conseiller aux gens de s'abonner. On peut parler des restaurants mûrs, donc la cuisine des gens qui s'aiment, concept génial pour manger local, sain, bon, pour pas cher. Mais vraiment aujourd'hui, je pense qu'on va se concentrer sur The Fork, son histoire avec le rachat de TripAdvisor, et on va parler surtout internationalisation, playbook sur comment ouvrir avec succès des nouveaux pays, parce que vous avez ouvert à plus de 22 pays en 10-15 ans, et donc il y a beaucoup de choses intéressantes à raconter, et bien sûr organisation revenu, puisque c'est un des thèmes majeurs de ce podcast. Donc voilà, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter en 2-3 minutes pour les gens qui nous écoutent? Donc bonjour, moi je m'appelle Bertrand, j'ai Lansperger, j'ai 49 ans, je suis marié, on a 4 filles. Et à part ça, dans ma vie, je suis entrepreneur depuis que j'ai fini mes études. Donc La Fourchette, c'est ma 3e entreprise. Et voilà, moi j'ai toujours aimé lancer des projets, rassembler des hommes autour d'une idée, comprendre des clients, et puis voilà, essayer d'en faire une entreprise. Et ouais, super, super cool de t'avoir là et je suis sûr qu'on va avoir plein de choses passionnantes à discuter. Moi, je voulais revenir un peu du coup sur, comme je le disais en introduction, sur The Fork, La Fourchette. Aujourd'hui, c'est vraiment une success story de la French Tech. Alors, on entend un peu moins parler dans le sens où elle est pas French Tech 120 parce qu'elle était pas le critère TripAdvisor, mais avec le rachat de TripAdvisor, mais il y a plein de choses intéressantes à raconter. Et est-ce que tu peux nous dire déjà un petit peu ce que c'était que La Fourchette, le métier, le business model? Et aussi nous raconter un peu les différentes phases de croissance que vous avez vécues et un petit peu ce qui était challenging aussi avec ton expérience aujourd'hui. Alors, j'aime bien commencer à raconter La Fourchette en expliquant un peu les idées qu'on avait avant de lancer l'entreprise et un peu les problèmes to solve, comme on dit aux États-Unis. Et donc, c'était en tant que consommateur, finalement, là, ça remonte il y a bien longtemps maintenant. On a commencé à réfléchir en 2005 à La Fourchette. En tant que consommateur, il n'y avait pas de site internet où tu pouvais vraiment facilement trouver un restaurant. Et donc, il y avait le guide Michelin papier à l'époque, qui était un peu la référence, qui l'est toujours. Mais il n'y avait pas de site qui permettait de faire ça. Il n'y avait pas non plus de site sur lequel tu pouvais réserver un restaurant. Il faut savoir qu'en 2005, on réservait déjà beaucoup de choses. On réservait le train, l'avion, l'hôtel. Mais on pouvait pas réserver le restaurant. On réservait le cinéma aussi, on réservait le théâtre. Mais on pouvait pas réserver les restaurants. Voilà, donc 2 problèmes. On pouvait pas avoir une inspiration par rapport à des critères donnés. Je cherche un resto dans tel quartier pour 6 personnes vendredi à 20h. Donc ça n'existait pas. Et puis, j'avais pas non plus d'endroit où je pouvais tout simplement le réserver. Et ça, c'était un peu les problèmes to solve. Et après, on pensait qu'il y avait une opportunité très forte sur ce marché-là. On avait observé, comme tout le monde, que dans le transport aérien, dans l'hôtellerie, et même dans le théâtre, déjà, il y avait cette logique de faire varier le prix en fonction de la demande. Voilà, un hôtel à Paris, quand c'est le mois de janvier et qu'il se passe rien, c'est beaucoup moins cher que quand c'est la Fashion Week, par exemple. Et on s'était dit, pour connaître la restauration, déjà, on s'est dit, oui, en fait, c'est la même chose dans un restaurant. Il y a certains soirs, les tables, personne n'en veut. Par exemple, le lundi soir, souvent. Et par contre, il y a d'autres soirs, genre le samedi soir, où tout le monde veut la table. Voilà. Donc, on s'est dit, finalement, ce qui s'est pratiqué dans l'hôtellerie ou le transport aérien, pourquoi on le pratiquerait pas aussi dans la restauration, pour augmenter la fréquentation des restaurants. Donc voilà, donc c'est ces trois opportunités slash pain qu'on avait en tête. Donc ce que je décris toujours. Donc le premier c'était discovery, donc voilà, trouver un restaurant. Le deuxième c'était
le côté praticité, voilà, réserver un restaurant, et le troisième, c'était côté prix pour le consommateur, en tout cas payer moins cher un restaurant potentiellement à certains moments. Voilà, donc ça, c'est vraiment l'origine de la fourchette. Et puis après, c'est une entreprise comme toutes les autres. C'est-à-dire on a commencé, on s'est associé à trois avec Denis Fayolle et Patrick d'Alsace. On a lancé un premier site, on a lancé un premier logiciel. Et là, je vais peut-être en venir au business model. C'est que pour faire ça, en fait, il fallait, pour développer cette promesse au niveau du client final, consommateur, il y avait nécessité de la grande difficulté qu'on a eue tout au cours de la fourchette. Maintenant, c'est moins le cas, mais c'était de savoir s'il y avait des places disponibles dans le restaurant à tel moment. Il faut bien comprendre que contrairement à l'hôtellerie ou au transport aérien, quand on a lancé la fourchette, aucun restaurant n'avait un logiciel de réservation. Donc en fait, la disponibilité de table, elle était juste sur le cahier papier des restaurants. Donc nous, si on voulait permettre aux consommateurs de réserver une table, il fallait qu'on trouve des solutions pour connaître la disponibilité dans les restaurants chaque soir. Donc ça définit un peu le business model, c'est que très vite, inspiré par OpenTable aux États-Unis, on s'est dit en fait il faut qu'on développe un logiciel de gestion de réservation et ce logiciel il sera payant. Et ensuite, la deuxième partie du business model, c'est que quand quelqu'un réservera sur le site La Fourchette, à ce moment-là, on facturera au restaurant une commission, comme toutes les places de marché, que ce soit Booking.com, que ce soit, comme tous les sites de réservation, j'ai envie de dire. Quand on réserve sur les sites, forcément, pas forcément, mais le business model, c'est que le commerçant va payer une commission sur chaque transaction. Voilà, donc ça, c'est le business model et qui est resté le business model. La seule petite différence par rapport à la vision initiale, c'est que très vite, on a eu un logiciel gratuit. Parce qu'on s'est rendu compte pour plein de raisons que si on voulait faire payer le logiciel à tous les restaurateurs, à ce moment-là, il y aurait ça allait limiter notre capacité d'accès au marché. Donc voilà, donc le business model de La Fourchette aujourd'hui, c'est un logiciel en freemium et des réservations qui sont payantes pour le restaurateur quand la réservation est faite sur le site La Fourchette, thefork.com aujourd'hui. Ok. Bah écoute, très clair. Et donc ça a été créé en 2006, comme on l'a déjà dit. Il y a une énorme phase de croissance parce que donc comme je dis, nous on l'a vécu un peu avec toi, mais entre 2006 et 2000 et aujourd'hui, voilà, il y a eu ouverture de 25 pays, recrutement de plus de 1000 personnes, un rachat par TripAdvisor. Voilà, est-ce que tu peux nous expliquer un peu les différentes phases que tu as connues entre 2006 et ton départ? Ouais, en gros, il y a 4 phases. Enfin, bon, moi, j'ai quitté il y a 3 ans, donc je vais parler des phases que j'ai connues. Donc, la première phase, c'est les 3 premières années, 2006-2009. Donc, ça, c'est très intéressant. C'est la phase où ça marche pas. Où ça marche très lentement. Pour plein de raisons. Donc, on teste 1000 choses, que ce soit côté restaurant, que ce soit côté consommateur. En gros, on réussissait à convaincre des restaurants d'être sur la plateforme, mais en petit nombre. Et par contre, derrière, on avait très peu de réservations qui venaient de la part des consommateurs. Et puis le point de rupture positive a été à l'été 2009 pour nous. En fait, c'est une succession d'éléments, mais j'ai envie de dire qu'on avait on avait construit un bon terreau, on avait beaucoup de restaurants à Paris déjà, on avait un système qui fonctionnait bien, logiciel côté restaurant, portail de réservation côté, il y avait pas de mobile à l'époque, donc c'était un portail internet de réservation côté consommateur. Et à ce moment-là, ce qu'on a rajouté, donc on avait les 2 premiers piliers de la promesse qui marchaient bien, donc Discovery et Availability, et on a rajouté à ce moment-là, on a retravaillé toute la partie prix, puisque là on faisait des petites promotions, desserts offerts, coupe de champagne offertes, etc. Et à partir de ce moment-là, on a fait des remises en pourcentage, soit sur toute l'addition, soit sur la carte. Et à partir du moment où on a fait ça, l'union des 3 piliers en fait a fait que ça a décollé complètement. Et le meilleur souvenir d'entrepreneur, c'est août 2009. Quand on fait 600% de croissance par rapport à l'année précédente. Donc au bout de 3 ans déjà, le bon moment, la croissance forte est là. Donc c'est le début de l'histoire et de l'accélération, quoi. Okay. Première phase. Ensuite, globalement, en 2009-2014, c'est juste et on faut complètement changer de casquette parce que jusque-là, c'était vraiment un métier de recherche, de tester les choses, de remise en question, etc. Et là, je me rappelle très bien, on avait cette conversation avec Denis et Patrick. On s'est dit, non, mais maintenant, on arrête toutes les conneries, entre guillemets, d'essayer de faire des nouveautés.
on a un truc qui fonctionne, il faut juste le faire grossir. Donc ça veut dire quoi le faire grossir? Ça veut dire l'outiller, organiser les équipes, les faire grossir, les outiller. Et vraiment, c'est ça, en fait. C'est bête, mais c'est tellement différent. Et c'est ce qu'on a fait pendant on va dire les 5 années suivantes. Et puis 2014, autre point de rupture, alors pas tant business, mais c'est qu'on vend la société à TripAdvisor. Et là, avec un mandat de la part de TripAdvisor qui est de dire maintenant c'est super, vous êtes dans 2,5 pays, parce qu'à ce moment-là on est en France, en Espagne et en Suisse francophone. Et nous, TripAdvisor, on est partout dans le monde. Donc maintenant, et on est très fort en Europe, TripAdvisor, donc on fait l'Europe, quoi. La Fourchette devient la plateforme européenne de réservation de restaurants. Donc voilà, donc ça a été 2014, 2021, enfin 2020 on va dire, et où là on passe on fait x10 le chiffre d'affaires, on passe de 2, on va dire de 2 à 20 pays, on en parlera tout à l'heure, à la fois en croissance externe ou en ouverture de pays, et donc voilà, donc et en fait ça continue d'entretenir, mais avec cette logique d'ouvrir des pays qui a quand même rajouté de la complexité assez forte dans l'équation. Et puis après, la dernière phase, elle a été moins heureuse pour nous, hein, c'est le Covid, où là, du jour au lendemain, on passe de plus de 5 millions de réservations par mois à 0. Et voilà, donc j'ai envie de dire que ça a été une phase un peu subie comme beaucoup. Et puis après, moi, je suis parti. Donc la 5e phase, je la vis un peu de l'extérieur. Et du coup, effectivement, The Fork qui s'est un peu inventé, qui a pu repartir après cette phase de Covid, et c'est encore une autre histoire qu'on aura peut-être l'occasion de raconter. Mais aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est cette phase d'accélération à l'international, notamment suite au rachat de TripAdvisor, c'est quelque chose qu'on va bien discuter, parce que il y a plein de feedbacks très intéressants à récupérer de ta part là-dessus. Mais juste avant ça, qu'est-ce qui a motivé, parce que du coup tu parlais de cette phase d'exécution après avoir réussi à trouver son product market fit quelque part, donc à partir de 2009, qu'est-ce qui a motivé le rachat ensuite par TripAdvisor? Ouais, alors très simplement, c'est avec le conseil d'administration, on se réunissait tous les 3 mois. Et puis il y a un moment donné où on était on était en train d'atteindre l'équilibre financier, et sur 2 pays, donc principalement France-Espagne. Et à ce moment-là, on avait plusieurs options devant nous. On avait un peu atteindre l'équilibre financier, c'était quand même un vrai succès, on était contents. Et de se dire qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce qu'on ouvre d'autres pays? Alors, on a toujours envie d'ouvrir d'autres pays dans les boîtes, hein, ça faut le savoir, parfois un peu trop. Et comment est-ce qu'on ouvre ces nouveaux pays? Comment est-ce qu'on finance ça? Etc. Donc ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est qu'il y avait une question de gestion de table de capitalisation, à mesure où il y avait notre actionnaire, qui était notre actionnaire principal, qui lui était là depuis 2008. Donc ça faisait 5 ans. Et il exprimait quand même la volonté potentiellement de sortir. Donc ces 2 facteurs nous ont dit si on lève des fonds, il va falloir en lever beaucoup si on veut sortir l'actionnaire principal. Si on vend la boîte, par contre, à quelqu'un qui adhère au projet d'expansion, à ce moment-là, on peut sortir l'actionnaire principal. Lui, il peut sortir. C'est pas nous qui le sortons. Et en parallèle, notre projet d'entreprise va permettre de se déployer. Donc en fait, c'est ce qu'on a fait. On a eu vraiment l'énorme chance de vendre très vite à TripAdvisor, qui lui avait vraiment comme je disais tout à l'heure, hein, il avait des fortes synergies avec nous, en particulier géographiques. Et son plan, comme je viens de le dire, c'était justement d'accélérer le développement de la fourchette internationale. Donc c'était vraiment, c'est ça ce qui est intéressant dans les fusions, on en parlera après, c'est quand il y a un alignement très fort de la stratégie de celui qui achète et de celui qui vend. Parce que c'est beaucoup plus simple que de devoir tordre le bras d'un côté ou de l'autre. Et donc ça c'est aussi pour ça que moi j'ai décidé de rester, et parce qu'il y avait vraiment un alignement très fort sur la stratégie qui s'est révélé juste dans le temps. C'est-à-dire que ce que nous ont dit TripAdvisor, c'était pas juste pour nous faire plaisir, c'était vraiment leur stratégie, d'une part, et d'autre part, moi j'ai eu l'énorme chance de m'entendre très bien avec le fondateur et patron de TripAdvisor, mais aussi qui nous laisse une grande autonomie. Donc même si c'était un rachat, ça n'a pas été une fusion. En fait, la fourchette entre avant TripAdvisor et après TripAdvisor était globalement quasi la même entreprise. Et
il y a deux différences principales. La première, c'est qu'on a eu pas mal de cash pour se développer à l'international. Et la deuxième petite différence, c'est qu'on a eu quelques contraintes au niveau financier parce qu'il fallait qu'on s'intègre dans les reporting, etc. Mais voilà, mais je veux dire que c'était. Mais sinon, sur l'autonomie, sur la gouvernance, sur la capacité à faire, voilà, on est resté comme on était en actionnariat privé. Donc c'était pour nous très très bien. Et donc moi, je me suis vraiment éclaté. Et puis en plus, très vite, je suis parti aux États-Unis. Pour développer une autre activité pour TripAdvisor en plus de la fourchette. Donc voilà, d'un point de vue personnel, j'étais vraiment, pour moi, c'était vraiment cette année merveilleuse avec TripAdvisor. Et je pense que pour la fourchette et les collaborateurs de la fourchette, ça a été aussi des très très belles années de pouvoir comme ça se déployer au sein d'un groupe qui était quand même très amical et très bienveillant à notre égard. Et effectivement, tu parlais, enfin, les synergies étaient tellement fortes que toi, ce que tu sais, t'as carrément monté une autre activité pour TripAdvisor et tu t'es retrouvé même au board en fait de TripAdvisor, ce qui est assez rare, je pense, pour un entrepreneur français d'avoir cette position. Moi, ça m'intéresse d'avoir un peu ton feedback sur comment ça a pu impacter aussi ta façon de diriger la fourchette entreprise française en étant au board d'une grande boîte comme ça, américaine. C'est en fait, alors moi j'ai toujours été entrepreneur comme je disais, donc j'avais jamais été dans une entreprise normale. Et c'est vrai que non seulement c'est une grosse entreprise, hein, TripAdvisor ça l'est toujours, mais en plus c'est une entreprise américaine côté au Nasdaq. Et donc c'est ce que ça m'a appris, c'est à voir grand en termes d'ambition d'une part, et d'autre part à être très précis en termes d'exécution. Je pense que c'est la force des Américains. Ils ont vraiment des très grosses ambitions. Bon, ça c'est une banalité que de le dire. Mais par contre, après, voilà, ils exécutent au quotidien, dans le détail. Ils sont très pros dans ce qu'ils font, etc. Ouais, donc ça, c'est vraiment ce que j'ai vu. L'ambition, c'est au niveau du board, la réflexion sur les marchés, etc. Et puis par contre, l'exécution, c'est en allant 5 ans aux États-Unis, en travaillant vraiment avec eux, avec des équipes américaines, en voyant comment ils faisaient. Voilà, ils sont très organisés, ils sont très processés. Ils vont étape par étape, ils se fixent des objectifs toujours chiffrés, enfin, voilà, toutes ces choses-là qui paraissent évidentes, mais qu'on fait pas toujours dans les boîtes françaises, ou pas poussées à ce point-là. Après 5 ans aux États-Unis, ça devient une évidence. Pour moi, parfois trop, parce que maintenant que je lance des nouvelles boîtes, il faudrait que je retourne dans un mode un peu moins tout structuré dès le démarrage, mais ça, c'est un autre débat. Voilà, donc au bord d'une entreprise comme TripAdvisor, c'est ça, c'est à la fois l'ambition et en même temps la qualité d'exécution. Ok. On y reviendra aussi sûrement peut-être après, mais c'est peut-être de là où vient ton goût, entre guillemets, pour les revenue operations, qui sont du coup les métiers d'exécution et de structuration. Mais on en reparlera sûrement après. Du coup, l'idée là, c'était effectivement de faire un focus sur cette partie internationalisation. Comme tu dis, le rachat de TripAdvisor a permis en fait d'accélérer cette phase-là. C'est vrai que voilà, The Fork entre 2006 et 2021, vous êtes passé de 1, 2 à plus de 22 pays. Souvent avec succès, même s'il y a eu des échecs, et je pense que tu pourras en parler aussi, mais souvent avec ce gros succès, c'est quand même assez rare. Et donc, avant de rentrer dans du spécifique, qu'est-ce qui globalement a fonctionné pour vous, avant qu'on parle du playbook et de choses plus d'exactes concrètes? Donc sur la partie développement international, en effet, ça a vraiment été un sacrée aventure pour nous tous. Qu'est-ce qui a bien marché? Au global, ce que je dis toujours, ce qui importe, le plus important, et s'il y a une chose à retenir, c'est de choisir des gros marchés. C'est-à-dire et c'est souvent l'inverse qu'on fait en France. C'est pour ça que je le dis, parce que et moi j'accompagne des entreprises, des startups, etc. Et souvent l'erreur qu'on a faite à la fourchette, même si nous on a eu de la chance avec la Suisse, c'est de se dire on va en Suisse francophone et en Belgique francophone parce que s'ils parlent français, donc c'est simple, donc on n'a rien à faire, on n'a pas le produit, puis on y va. La réalité qu'il faut bien comprendre, c'est que ouvrir un autre pays ou d'autres pays, c'est une énorme, enfin dans la plupart des business, hein, en tout cas pour un business comme la fourchette qui est assez opérationnel, c'est un énorme risque pour le marché principal. C'est pas compliqué parce qu'en fait c'est un risque de défocus très fort. Où jusque-là, on était focus, toutes les équipes, que ce soit les équipes terrain, mais aussi les équipes produits, les équipes tech, les équipes marketing, les équipes finance, les équipes RH. Elles n'ont qu'un seul truc à penser, c'est mon équipe française pour une boîte française, et mon business français, mes clients français, etc. Et du jour au lendemain, toutes ces équipes-là, en fait, il faut aussi qu'elles pensent à la même chose pour l'autre pays.
Donc les clients belges, les équipes belges, la compta belge, c'est pas les mêmes normes, etc. Et en fait qu'on lance, j'ai presque envie de dire de manière caricturale, la Belgique ou les États-Unis, ça va rajouter quasiment la même complexité à toutes les équipes que j'appelle moi centrales. Donc ça c'est vraiment la leçon, c'est ouvrir un pays, quelle que soit la taille, c'est un coût énorme. Donc autant être ambitieux et aller ouvrir directement un gros pays. Alors c'est pas forcément les États-Unis, mais en tout cas en Europe, c'est peut-être plutôt l'Allemagne, l'Angleterre, l'Espagne, l'Italie que la Belgique, la Suisse, le Portugal ou je sais pas quoi. Donc voilà, donc ça c'est vraiment le learning principal et qui est un learning au-delà de l'ouverture des pays, qui est un learning business. Ça j'avais bien vu aux États-Unis, c'est comment ils raisonnaient, c'est-à-dire il faut aller sur des gros marchés. Ça sert à rien de perdre du temps sur des petits marchés. Si on a de l'ambition, on va que sur des gros marchés. Voilà, donc ça après c'est vrai. Après je sais pas comment tu veux qu'on fasse pour que je rentre dans le détail. Je sais pas si tu veux me poser des questions ou tu veux que si, on va rentrer dans le détail, mais effectivement, okay. Déjà, effectivement pas forcément naturel de le penser comme ça parce qu'on pense charge de travail, donc on se dit petit marché, petit travail, mais oui, pour aussi l'avoir vécu avec toi et on a ouvert pas mal de marchés pendant que j'étais chez la Fourchette. Je vois que effectivement, qu'importe la taille, on se retrouve à devoir gérer des projets qui sont tout aussi gros et tout aussi intéressants. Non, je pense que les questions, parce qu'on m'en pose aussi pas mal, honnêtement, aujourd'hui dans les échanges que j'ai avec pas mal de leaders sur le revenu ou comment ouvrir à l'international, j'ai beaucoup de questions et je suis sûr qu'on te pose globalement les mêmes et tu auras des réponses très intéressantes. C'est déjà comment on choisit un pays, donc tu l'as dit, gros marché potentiellement, et comment toi t'as fait pour choisir tes pays au début. Comment on fait pour ouvrir un nouveau marché, c'est quoi les prérequis, c'est quoi l'équipe. Et aussi, je pense que les questions qui viennent souvent, c'est est-ce qu'il vaut mieux racheter des acteurs déjà un peu implantés en place ou partir de zéro. Ouais. Donc sur le choix du marché, j'ai dit vraiment un gros marché. Et évidemment, après, il y a aussi la compétition. Donc, si le marché, il y a déjà un acteur qui fait la même chose, qui est super fort, il faut quand même se méfier. Il faut plutôt le racheter. Ou alors plutôt attendre un peu d'être super fort sur les autres marchés. Et après, sur la taille de marché, je voudrais juste rajouter un truc. Évidemment, la taille de marché, ça dépend de son activité. Juste pour donner l'exemple de la fourchette, quelque chose qu'on savait, mais on l'a un peu ignoré, puis on s'en rend compte en fait maintenant, c'est que c'était pas que le nombre de personnes évidemment dans le pays, c'était aussi leur consommation de restaurants, de manière pas forcément évidente pour nous les Français. Un Italien va aller 3 fois plus au restaurant qu'un Allemand par exemple. Et donc, le marché, les Italiens, ils ont beau être 60 millions et les Allemands 80, le marché italien, en fait, il est 2,5 fois plus gros que le marché allemand. Voilà, donc c'est vraiment aussi la consommation, la demande pour notre produit dans le pays, qui fait la taille et pas que la taille du pays. Et donc ça, c'est comment choisir un pays. Ensuite, sur le comment l'ouvrir. Et presque avant ça, il y a aussi comment est-ce qu'on sait qu'on est prêt pour aller vers d'autres pays. Parce que ça, c'est souvent, je trouve que souvent on y va trop tôt. Souvent les actionnaires, ils nous poussent à y aller. Souvent on nous dit, et je l'entends encore souvent, moi, ouais, mais en fait, si on veut le faire la série A ou la série B, il faut qu'on ait déjà un succès dans un autre pays, parce que sinon, c'est-à-dire que notre taille de marché adressable, elle est trop petite si c'est que la France, alors que si c'est France plus Belgique, entre guillemets, je reprends mon exemple, on aura prouvé qu'on sait ouvrir un autre pays, et donc on peut faire toute l'Europe, etc. Et donc voilà, donc moi c'est vraiment, je le disais, grosse rupture d'ouvrir un autre pays, gros risque pour le business principal, donc vraiment à prendre avec des pincettes. Et donc les deux justement choses pour moi à vérifier, c'est déjà est-ce qu'on a le bon product market fit sur son propre pays. Et là-dessus, faut pas tricher quoi. Avoir un bon product market fit, ça veut dire que ça se vend facilement. Il y a rien d'autre. Ça veut dire que ça soit en B2B ou en B2C. Alors en B2B, il suffit de mettre des commerciaux, ils vendent, et globalement un commercial correct, il va vendre, il va continuer de vendre, et si on en rajoute 10, on en vend 10 fois plus, on en rajoute 100, on en vend 100 fois plus. Et en B2C, c'est est-ce que globalement, ce qu'on a connu chez la Fourchette en 2009, à partir du moment où on a la bonne offre, mais en fait, il n'y a plus besoin de faire de communication, il n'y a plus besoin de faire de pub. En fait, les clients, ils viennent tout seuls, ils en parlent autour d'eux et ils reviennent. Voilà, c'est un bon produit. Je dis toujours en B2C, c'est pareil en B2B, mais non seulement les clients vont en parler autour d'eux, donc ça va faire venir d'autres clients, mais en plus, les clients vont revenir. Donc, c'est le double effet qui se coule. Et tant qu'on n'a pas ce product market fit, on paye très cher pour des clients qui non seulement reviennent pas, et en plus, il ne faut pas venir d'autres clients. Donc product market fit, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est vraiment, et là ça rejoint revenu management, etc., ce que tu connais bien, c'est est-ce qu'on a des opérations pas trop complexes. Parce que souvent quand on lance une boîte, on fait plein de trucs avec du sparadrap, etc.
Et ça marche tant que la personne qui l'a fabriqué est dans la boîte et tant qu'on n'a pas besoin de faire 8 pays ou même 3 pays. Mais dès qu'on entre une dimension supplémentaire pays dans tous ces outils à la mano, comme on dit, etc., dans ces process pas bien définis, pas bien écrits, et ben forcément que ça bug. Donc c'est les deux choses pour moi importantes. C'est est-ce qu'on a j'appelle ça operating system moi maintenant. Est-ce qu'on a un operating system de boîte qui est à peu près, alors il est jamais parfait, mais en tout cas on sait que c'est pas une catastrophe, quoi. Voilà, on sait que globalement sur les grandes fonctions, les grands process, on est à peu près clean. Et est-ce qu'on a le product market fit? Si on a ça et qu'on a du cash pour l'ouvrir, évidemment, mais ça je pense qu'il n'y a pas besoin de le dire. Et à ce moment-là, se pose la question du choix du pays, on en a parlé, et de comment y aller. Donc, comment y aller? Je pense que la première chose, c'est bien se dire que ça va prendre du temps en interne, je l'ai dit. Donc, si possible, avoir au moins une personne ou une petite équipe, si on a plus de moyens, dont c'est vraiment la responsabilité quotidienne que d'aller ouvrir le pays suivant. Même si ce ne sera pas forcément la responsable du pays, mais quelqu'un qui, au niveau du siège, entre guillemets, du pays principal, du premier pays, va être capable de faire en sorte que ça avance et d'aider la personne qui va ouvrir le pays à le faire. Voilà. Donc, quelqu'un qui connaisse très bien les opérations de la boîte. Alors, idéalement, c'est lui qui va devenir country manager, mais c'est pas forcément le cas. Nous, c'était le cas. On a eu de la chance sur la Suisse, par exemple, qui était vraiment le premier pays. L'Espagne, on l'a ouvert quasiment en même temps que la France. Donc, c'est un peu spécial. Mais la Suisse, en fait, on a envoyé un Français là-bas, qui connaissait très, très bien la boîte, qui avait fait du sales, du marketing et un peu de produits. Et donc, quand il a été là-bas, lui, en fait, il a ouvert la Suisse, il avait juste besoin d'ouvrir son marché, mais il avait aucune contrainte de compréhension du modèle, de compréhension des process, de compréhension des outils, parce qu'en fait, il les avait utilisés depuis 4 ans, quoi. Voilà. Donc ça, c'est un peu idéal. Mais sinon, quoi qu'il en soit, c'est pas toujours possible d'avoir quelqu'un au niveau du siège qui est vraiment en charge de l'ouverture des pays. Ensuite, pour succéder là-dessus, idéalement, peut-être avoir repéré une ou deux personnes dans son équipe, pareil, qui pourront, même si elles ne vont pas être responsables du pays, aider la personne qui ouvre le pays. Toujours pour cette même logique de transmission d'informations fluide et simple. Et ensuite, évidemment, il faut trouver, je parlerai du M&A après, hein, il faut trouver la personne qui va leader le pays. C'est évidemment le plus important. Pour ouvrir un pays, la taille de marché, c'est le plus important, je veux dire, évidemment, mais pour une taille de marché équivalente, il y a des pays qui vont très bien fonctionner, d'autres pas du tout. Et hormis le facteur compétition, c'est le facteur country manager, évidemment. Une personne, parce que va ouvrir un pays, c'est quand même très entrepreneurial, donc il faut quelqu'un qui ait vraiment cette capacité à, comme je dis toujours, à la fois à foncer, mais aussi à écouter. Parce que le risque, c'est de devoir plaquer absolument ce qu'on a fait en France sur l'autre pays. Donc ça serait pas écouté. Ou l'autre risque, c'est de gérer ça comme un business qui existe déjà. Ça serait pas foncé. Donc voilà, faut des profils qui est vraiment ces deux. Et écouter, il faut aussi écouter le siège. C'est-à-dire que parce que c'est pas un sport non plus qui fait tout lui-même. Donc voilà. Donc il y a une capacité d'écoute et une capacité de foncer qui est super importante et qu'on a retrouvé globalement chez les country managers la fourchette qui étaient les plus, qui ont eu les meilleurs résultats, quoi. Tu recrées des entreprises un peu à chaque fois avec une boîte à outils qui vient du central et qui donne des codes pour être successful à la fois sur marketing, produit, opération, comme tu le dis. Mais il faut avoir vraiment cet esprit entrepreneurial de recréer quelque chose de zéro, quoi. Ouais, exactement. Et le dernier point, c'est très intéressant. Donc c'est exactement ça. Il faut que la règle du jeu soit très claire. C'est que on refait pas un produit pour eux. Nous, ça a toujours été ça. C'est-à-dire que c'est un produit commun, c'est une proposition de valeur commune. C'est un produit commun qui va s'adapter, évidemment, comme il s'adapte en France. Il s'adaptera pour certains cas particuliers à droite, à gauche. Mais en tout cas, a priori, c'est une marque, un business model, une proposition de valeur pour les restaurants dans notre cas, une proposition de valeur pour les consommateurs dans l'autre. Et tant qu'on n'a pas tout donné pour y arriver, on commence pas à remettre en question la proposition de valeur ou etc. Parce que ça aussi, on s'en sort pas si c'est le cas. Et ça fait aussi un peu écho, justement, c'est le nom du podcast, mais ça fait un peu écho une anecdote qu'on avait eue. Je me souviens très bien quand on avait ouvert l'Argentine, et c'était un peu la question de ces features un peu spécifiques qui sont liées un peu à la culture du pays.
en Argentine, de mémoire, c'était les gens aiment bien faire la queue en fait pour aller au restaurant. Et du coup, la question c'était est-ce que la fourchette ne deviendrait pas un outil de réservation de sa place dans la queue pour aller avoir cette table. Je sais pas si si tu te souviens un peu de cette histoire-là, mais il y avait cette question de est-ce que il n'y a pas de la modification produit à apporter pour être bon dans ce pays-là. Ouais, bah ça, je veux dire que c'est presque ça, c'était un enjeu de taille de marché, tu vois, pour moi. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, l'Argentine, il n'y avait pas de taille de marché. Parce que si nous, notre modèle, c'est de la réservation de restaurant et qu'en fait, on réserve pas son restaurant, on fait la queue et comment tellement on veut réserver dans la queue, bah, c'est pas la même chose. Donc typiquement, je pense que l'Argentine, finalement, d'ailleurs, on a quitté l'Argentine. Alors, si on avait racheté une boîte là-bas, etc. Mais c'est qu'en fait, le marché était trop petit. Enfin, notre marché à nous, était trop petit en Argentine. Donc, en effet, après, bah, quand on n'a pas choisi la bonne taille de marché, on commence à se dire, enfin, ça fait partie des espèces de biais qu'on va avoir, de dire, bah, du coup, maintenant qu'on est dans le marché, bah, il faut qu'on le prenne. Donc, pour le prendre, il faut faire un produit spécifique. On est tenté de le faire. Et puis, franchement, c'est le début de la fin parce que si on fait un produit pour chaque marché, on est sûr de pas y arriver. Donc, ouais, c'est un très bon exemple. Ok, donc c'est vraiment aussi la force de dire non, quoi. C'est se rendre compte des limites, de dire non, n'adaptons pas ça pour ça, et plutôt ouais, non, sauf que là, il aurait pu dire non avant d'ouvrir le marché, malheureusement. C'est ça. Une fois qu'on a ouvert le marché, dire non, ça veut dire quasi fermer le pays, quoi. Ouais. Ce qui arrive, ce qu'il faut savoir faire, comme dans toutes les entreprises, et ce qu'on a fait chez La Fourchette ces dernières années. Ça fait un peu le lien avec l'autre question aussi, parce que du coup, donc l'Argentine, c'était notamment un rachat, et la question qu'on avait, c'était ça, c'était est-ce que l'intégration, quand on rachète des entreprises dont vous avez acheté un certain nombre, c'est souvent critique, c'est là que ça coince. Comment tu faisais pour t'assurer que la greffe allait prendre en termes de culture, en termes de fit, en termes de produits, il y a eu beaucoup de choses sur lesquelles être attentif, mais qu'est-ce qui est important pour toi quand tu rachètes une entreprise? Ouais, alors on a pas mal tâtonné là-dessus, hein. Mes conclusions, c'est qu'en fait, c'est comme tout, l'intégration, une bonne intégration. Alors, il peut toujours y avoir des mauvaises surprises, mais elle se prépare au moment du process de rachat, en étant très clair sur le plan. Bon, Okay. c'est un peu comme toujours dans la vie, quand on a alerté les personnes, c'est beaucoup plus simple quand on les a pas alertés. Donc, comme on a compris au fur et à mesure des rachats qu'il fallait le risque, en tout cas nous, moi mon biais, ça a été de dire, bah c'est des entrepreneurs, ils ont monté leur boîte comme moi. Si je commence à les brusquer un peu trop, ils vont se barrer et puis ça va être un échec, etc. Donc on va y aller mollo, quoi, en termes d'intégration. On laisse leur équipe, leur process, leur marque, leurs produits, et puis petit à petit, on va intégrer tout ça. Mais voilà. Et puis après, on s'est rendu compte que ça, c'était, enfin, ça fonctionnait pas. D'une part parce que, bah, au moment où on doit intégrer 1 an ou 1 an et demi après, vraiment changer le produit, bah là, ils comprennent encore moins parce qu'ils disent, bah, pourquoi jusqu'à maintenant on avait gardé le produit, puis maintenant on doit le changer. De toute façon, les personnes, il y a quand même une démotivation quand on est une certaine démotivation quand on est à un risque de démotivation parce que voilà, l'entrepreneur, il est plus complètement maître de son entreprise. Et donc pour plein de raisons, en fait, nous le modèle à la fin tel qu'on l'avait défini pour les rachats, c'est de dire bah c'est pas compliqué. En tout cas, le produit va disparaître, la marque va disparaître, et ça va être le playbook La Fourchette, ou avec les clients et les équipes, quoi. On garde les équipes, les clients, mais par contre c'est monter the fork dans le pays. Et ça le plus vite possible. Ok, donc très clair dès le début. Et ça on le disait. Voilà, moi les derniers M&A, je l'ai dit. J'ai dit par contre, voilà ce qui va se passer, c'est ça ce qui va se passer. Donc, si tu vends ta boîte, tu sais qu'elle aura, voilà, que ça sera plus ta boîte. Et donc soit ça t'intéresse de continuer la mission avec ces modalités-là, soit ça t'intéresse pas. Et à ce moment-là, bah il faut nous le dire. Et après, je sais pas si quand on veut vendre sa boîte, on est toujours honnête en répondant à cette question-là, mais quoi qu'il en soit, il le savait. Donc après, dans les one-to-one, dans les conversations qu'on a par la suite, c'est pas bah non mais j'ai pas compris que c'est ça, et où je suis pas d'accord. Non, c'est comme en politique. À partir du moment où c'était pendant la campagne entre guillemets, bah les gens ils ont voté pour les entre guillemets pour les propositions qui ont été énoncées pendant la campagne. Donc voilà, donc c'était vraiment ça ce qui était important en termes d'intégration. Le plus important c'est ça pour moi. Et puis après la deuxième chose c'est évidemment
Même si ça, finalement, les cultures de start-up sont quand même souvent assez similaires, mais c'est de vérifier que la culture est pas trop différente, quoi. Et voilà. Donc, est-ce que c'est le même type de valeurs et est-ce que les personnes, quand elles vont être intégrées dans une autre entreprise, elles vont pas en fait se retrouver mal à l'aise dans un environnement culturel qui est pas du tout leur. Voilà. Je le dis quand même, mais la réalité, c'est que je trouve que ça, nous, on n'a jamais pas acheté une boîte pour des raisons de culture. Et je pense que la culture, si je devais dire, c'est plus que la culture d'entreprise, c'est plus les cultures nationales. Où c'est sûr qu'en tant que Français, on est beaucoup plus à l'aise avec des Italiens, des Espagnols et des Portugais qu'avec des Hollandais et des Suédois, quoi. Pas plus à l'aise, c'est pas le terme, mais en tout cas, on est beaucoup plus proche. Et donc, faut le savoir, quand on rachète une boîte hollandaise ou suédoise, il faut être beaucoup plus vigilant. En fait, il faut passer beaucoup plus de temps, même d'un point de vue personnel, en tant que CEO fondateur, à comprendre les différences, voilà, parce que ça marche pas pareil, quoi. Donc là, il y a plus de boulot d'adaptation, mais ça reste des cultures entrepreneuriales en général. Enfin, nous, on a racheté que des petites boîtes, hein, donc ça restait très très entrepreneurial. Il y avait pas de, voilà, on n'a pas racheté de boîte. Bien porté par les fondateurs aussi. Ouais, du coup, tu arrives au moins à aligner cette partie-là avec les fondateurs que tu rencontrais qui représentaient du coup les valeurs de l'entreprise. Exactement. Ok. Voilà un peu les. Et il y a quelque chose que tu ferais un peu différemment aujourd'hui avec le recul sur la partie internationalisation? Ouais, en fait, j'ouvrirai moins de pays parce que c'est pour ça que je l'ai redit en premier. Hein. En fait, voilà, c'est vraiment une tentation très forte, je dis, et en plus de tout le monde, mais en particulier des équipes, moi j'ai trouvé. C'est ce que je dis à tout le monde. Les équipes, elles poussent toujours pour de la nouveauté. Et ouvrir un pays, c'est toujours un truc qui, voilà, je veux dire, je sais pas pourquoi, on peut toujours le raconter le samedi soir à ses potes, ou ça y est, on ouvre un nouveau pays, ou maintenant on est dans 12 pays, ou on est dans 8 pays, etc. J'ai l'impression que c'est une espèce de marqueur de succès absolu des entreprises, dans l'imaginaire collectif. Et et du coup, nous, on était dans 25 pays. On était jusqu'aux 25 pays, je pense. Enfin, c'est toi qui le dis. Moi, je me souviens même plus, mais, la réalité, c'est qu'on fait le business sur 6. Et qu'aujourd'hui, voilà, et qu'en fait, aujourd'hui, la fourchette, encore aujourd'hui, maintenant ça se développe un peu plus en Europe du Nord, mais c'est quand même France, Italie, Espagne, Portugal et un peu la Suisse. Donc c'est plutôt 4 pays. Et je pense qu'on est encore dans 15 pays, la fourchette. Donc voilà, donc moi, si c'était à refaire, c'est sûr que j'irais que sur les gros pays. Par contre, le M&A, sur le M&A, je pense que l'idéal, c'est quand même de racheter des petites équipes très fortes. Parce qu'on paye moins cher, qu'il y a beaucoup moins de coûts d'intégration, de migration, etc. Et c'est ce qui s'est passé en Italie, hein. L'Italie, c'est un gros succès pour la fourchette. Et on a acheté une petite boîte qui était un copycat de la fourchette exprimée. Voilà, on disait, nous, on a juste copié la fourchette. Donc voilà, d'un point de vue modèle, c'était très proche. On a intégré assez vite parce que de toute façon, leur tech, ça c'était un peu le coup de bol, mais leur tech était en train de s'effondrer. Donc, il a fallu intégrer assez vite. Et ouais, c'est une entreprise qui faisait, je crois, 300 000 euros de chiffre d'affaires. Et la fourchette en Italie, ça doit faire 50 ou 60 millions aujourd'hui, quoi. Donc voilà. Donc ça a vraiment été pour moi la meilleure configuration, parce que le rachat intégration se fait sans trop de friction. Et derrière, par contre, on a une belle équipe sur un beau marché avec le bon produit. Il y a aucune raison que ça marche pas, quoi. Voilà. Donc c'est les deux trucs que je serais plus vigilant. Quand on a racheté des boîtes plus grosses, qu'on a payé plus cher, souvent ça s'est moins bien passé. Voilà. Donc, et pourtant, c'était pas des boîtes très grosses. Et aussi, il faut pas aller trop loin. Je pense qu'il faut vraiment se méfier. Je pense qu'à part les US, franchement, en tant qu'entreprise européenne, où là, c'est un énorme marché. Moi, je conseille à toutes les boîtes très ambitieuses de dire ouvrez les US. Mais à part les US, il faut pas aller s'embêter dans d'autres pays hors Europe. Je pense qu'il y a quand même la différence culturelle plus forte, il y a la différence de time zone, etc., qui fait que ça rajoute de la complexité. Et le jeu, on voit pas la chandelle, quoi. Enfin, il y a un moment donné où il faut vraiment faire attention à tous ces trucs-là qui ont un vrai coût pour les équipes, en tant que CEO aussi, de fatigue, etc. Non, puis c'est très en lien avec ce que tu disais au début sur la notion d'entrepreneuriat. Quand tu ouvres un pays, racheter une petite
boîte, en fait, une petite entreprise, c'est aussi une façon de leur donner l'attitude d'être entrepreneur pour recréer quand même quelque chose de zéro. Donc, c'est très, très lié, quoi. Un des sujets qu'on a abordé aussi au début, parce qu'on a parlé d'internationalisation, et on parlait aussi beaucoup d'exécution. Et il y a le rachat de TripAdvisor avec La Fourchette, c'est très intéressant, on a parlé, les rachats de La Fourchette sur des plus petites boîtes pour ouvrir l'international. Il y a des cultures revenues un peu différentes. Comment t'as fait pour faire cohabiter du coup un peu ces deux cultures revenues, d'aller imposer un peu comme tu dis certaines fois ton playbook à ces entreprises-là, ou Trip qui aurait peut-être pu le faire aussi un peu avec La Fourchette. Alors Trip, une fois que je disais Trip, ils nous ont vraiment laissé assez autonomes, à partir sur la partie financière pour des raisons régulatoires évidentes, ils sont côté Nasdaq. Donc sur le par rapport aux boîtes qu'on a rachetées, plus que les boîtes, l'enjeu c'est les pays. Enfin, on en a déjà discuté plusieurs fois. Parce que les boîtes qu'on a rachetées, souvent, elles n'avaient pas trop de revenu management. Et elles étaient même souvent assez étonnées de tout ce qu'on faisait. Elles trouvaient ça souvent assez super, en tout cas sur le papier. Après, la réalité est parfois différente. Mais la vraie tension dans le revenu management, comme dans tout, qu'on a vécu chez La Fourchette, c'est la tension entre une organisation par fonction, une organisation par centre de profit. Donc chez nous, un centre de profit, c'est un pays. Enfin, chez La Fourchette. Et ça, j'ai envie de dire que nous, chez La Fourchette, on a pris le parti d'avoir des pays forts. Donc, ça veut dire que globalement, chaque country manager avait son PNL, avait une équipe sales, une équipe marketing, et c'est un peu lui qui décidait comment il dépensait son argent, et tout ce qui concernait son pays devait quand même passer globalement par lui. Ou ses équipes, mais à la fin, s'il n'était pas d'accord, ça se passait pas dans ses équipes. Donc ça, c'est le premier playbook qui avait l'avantage, en tout cas, de garder une culture entrepreneuriale, comme on le disait, de s'adapter aux spécificités locales quand il y en avait, ce qui était assez peu le cas en fait chez La Fourchette. Et puis nous, comme on a une activité très terrain commerciale, c'est aussi pour ça qu'on le faisait en se disant, c'est bien qu'on ait quelqu'un de fort sur le terrain pour driver les équipes, parce que La Fourchette, c'est beaucoup de commercial et c'est beaucoup de commercial terrain. Donc ça se fait pas au téléphone, on fait pas un call center, donc il faut des gens qui aillent resto par resto expliquer le modèle. Voilà, donc c'est un peu pour ça qu'on l'avait fait. Et aussi quand on a racheté des boîtes, c'est logique en fait. On rachète des entrepreneurs, donc c'est logique d'avoir une organisation entrepreneuriale. Et donc ça mais par contre, ce que ça veut dire, c'est que au niveau des services centraux, dont Revenu Ops chez nous, c'était des services qui étaient plus en support et qui étaient moins décisionnaires. Enfin, ils étaient décisionnaires de ce qu'ils allaient proposer, mais il y a un moment donné où si le pays ne le prenait pas, ça allait moins bien se déployer. Donc du coup, ça veut dire qu'il y a moins de synergie et l'intelligence est beaucoup plus fragmentée que quand on est une organisation plus fonctionnelle, qui est le deuxième type, où là on se dirait, en fait, il y a RevOps, où il y a Revenu Management, qui lui va gérer le Revenu Management pour tous les pays, et qui a du RevOps. Et donc, quand le RevOps crée un outil, un process, etc., il va être automatiquement dans tous les pays, parce que de toute façon, c'est une seule équipe derrière qui est gérée par une tête, quoi. Donc voilà. Donc nous, on a fait le choix de la direction par business unit / pays. Aujourd'hui, on en a parlé. Je pense que quand une organisation est plus mûre, je pense qu'il faut savoir basculer vers une organisation qui est plus par fonction. Parce que l'expertise parce qu'en fait, la réalité, c'est le métier de RevOps, etc., c'est qu'en fait, ça devient assez pointu, quoi. Et que donc, si on doit le réinventer dans chaque pays, en fait, c'est pas possible. Parce qu'il y a pas la bande passante intellectuelle, le temps, pour que chaque pays ait cette intelligence de tout peaufiner, de tout affiner dans le modèle, pour que ça marche bien. On peut citer plein d'exemples de ce qui a été fait chez La Fourchette. Moi, de ce que je retiens, c'est tout ce qui est sur compensation, tout ce qui est comment est-ce qu'on rémunère les commerciaux, comment est-ce que en fonction du type de commercial que c'est, etc. Choses qui sont on n'en a pas conscience, je pense, quand on lance une boîte ou qu'on connaît pas bien, et après quand on se rend compte que c'est clé, quoi. C'est clé et moi j'étais fasciné de voir à quel point quand on changeait le modèle de compensation, tout d'un coup les chiffres changeaient, quoi. Et c'est pas possible en fait, les commerciaux, et vraiment si c'est bien fait, on est capable de orienter leur travail avec juste un outil qui est la compensation, quoi. Et donc voilà, je donne juste l'exemple de la compensation, mais c'est pareil pour tout ce qui est segmentation des cibles, tout ça.
tous ces éléments-là, en fait, il y a un moment donné où si chacun doit le faire dans son coin, il va moins bien le faire, ou il va pas le faire, et il va moins bien l'outiller ou pas l'outiller. Voilà, donc c'est toute la limite de l'organisation qui est trop silotée par pays. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense que voilà, si j'étais encore chez La Fourchette, je pense que j'aurais tendance à... Alors après, d'un point de vue humain, il y a plein de choses à imaginer, hein, mais en tout cas, à essayer d'organisation plus centrale par fonction, avec toujours une organisation pays, mais qui soit plus par fonction aussi dans les pays, plutôt qu'à chaque fois une business unit de pays. Non, mais ça rejoint aussi un peu ce que tu disais tout à l'heure, je trouve, sur le produit ou, enfin, les opérations, l'exécution, c'est quand même globalement assez standardisé. C'est un peu une science enfin, il y a des playbooks qui fonctionnent très bien, qu'on peut déployer efficacement avec des spécificités peut-être locales, mais il faut garder un peu la vue un peu transverse de tout ça. Mais globalement, de le faire un peu en mode central, standardisé, ça va beaucoup plus vite et ça aide à l'exécution très fort, quoi. Ouais, sachant que je dirais que, enfin bon, ça c'était clairement bien fait chez La Fourchette, mais évidemment le gros risque, c'est que le central écoute pas le local, quoi. Donc c'est-à-dire qu'il faut que c'est pas parce que c'est centralisé que c'est le centre qui décide. Voilà. Bien sûr. Mais par contre, c'est décidé de manière unifiée. Voilà. C'est ça. Et peut-être aussi un vrai besoin de clarté de où est en fait la responsabilité de quoi entre le central et le local. Ouais. Je pense que ça, il faut pas laisser trop de flou autour de ça parce que c'est là où du coup il y a un désalignement qui se crée. Bien sûr. Et l'autre chose pour ça qui est vraiment, moi, je fais vraiment un conseil très fort, qui est pas forcément très compliqué, c'est de mixer les équipes pour que ça marche bien. C'est-à-dire que idéalement, pour moi, il faut que de temps en temps, les gens qui travaillent au niveau des fonctions support, on va dire, aillent dans les fonctions opérationnelles. Donc, si j'ai fait du RevOps pendant 2 ans, bah, tout d'un coup, je vais aller dans une direction commerciale d'un pays. Voilà. Pour être sur le terrain, pour comprendre, etc. Et dans l'autre sens aussi, la fonction RevOps support, idéalement, il faut qu'elle ait des personnes qui étaient dans les fonctions commerciales terrain, parce que c'est comme ça permet justement d'éviter les biais et de corriger de manière très naturelle les biais qu'on peut avoir quand on est un peu loin du terrain ou quand on est trop près du terrain. Dans l'autre sens. Ça s'appelle opération, c'est parce que du coup il y a vraiment cette notion de terrain qui est clé, donc il faut l'avoir vécu. Ça c'est important. Juste sur cette partie RevOps, je te pose une dernière question parce que moi j'ai rejoint La Fourchette en 2015 dans une équipe SalesOps. À l'époque, c'était pas du tout autant à la mode entre guillemets que ça peut l'être aujourd'hui, et on voit de plus en plus d'équipes RevOps, de métiers qui se créent dans ce domaine-là, dans beaucoup de boîtes de la tech. Toi, ça t'est venu d'où en fait, assez tôt, d'être un peu précurseur entre guillemets, de monter ces équipes-là, ces profils-là aussitôt chez La Fourchette? Je pense qu'il y a de mon côté 2 sources. La première, c'est que j'aime bien quand même moi que les trucs soient un peu organisés, carrés. Donc ça, c'est un appétit personnel. Mais la deuxième, c'est grâce à Olivier Thierry, qu'on avait recruté, qui était pendant longtemps COO de The Fork, qui lui avant était passé chez McKinsey et puis chez SAP, et donc qui arrivait lui avec un toolkit en fait de RevOps globalement, parce que dans ces boîtes-là ils en font. Et c'est aussi pour ça que nous on l'a choisi, parce qu'on avait bien vu qu'il avait ça. Donc voilà, donc c'était cette intuition au démarrage de se dire, et cet amour pour les choses bien carrées, bien organisées, les process et les chiffres de mon côté, et de l'autre côté, de recruter la bonne personne qui a pu donner cette impulsion, qui a pu recruter une équipe SalesOps tout de suite. C'est quasiment la première personne qu'il a recrutée quand il est arrivé, c'est quelqu'un pour le SalesOps. Et puis après, au fur et à mesure qu'on a vu tout ce que ça apportait, tout ce que ça mettait en place, on a investi de plus en plus sur cette équipe. Alors jamais assez, je sais, Benjamin, mais on a investi quand même de plus en plus. Et puis après, on s'est rendu compte qu'en fait, RevOps, ça pouvait aller au-delà de sales sur plein de domaines. Et en fait, moi, je dis à tout le monde, en fait, c'est un autre conseil que je donne beaucoup, c'est que souvent, et j'ai longtemps fait l'erreur, on veut recruter des personnes à la fois très bonnes sur le métier et très bonnes en opération. Donc, on veut, par exemple, un RH, pour donner cet exemple. On veut un RH qui soit très bon sur le côté humain, c'est-à-dire comprendre les personnes, comprendre ce qui se passe dans une organisation, sentir les choses, etc. Et on veut quelqu'un qui soit aussi très carré, parce qu'on est une boîte en croissance, et donc on veut qu'il crée des outils, qu'il structure, etc. Et en fait, c'est souvent des profils qu'on a beaucoup de mal à trouver.
Et moi, je dis à ce moment-là, il vaut mieux avoir quelqu'un en RH qui est très fort sur le côté humain et qui se fasse aider par des ops, en fait, ou de la drive, ops tout court, qui, eux, sont des cerveaux qui savent processer les choses, créer les outils, etc., mais en fonction de l'expert qui, lui, sait à quoi ça va servir, etc. Donc voilà, donc ça soit sur RH, soit sur finance, sur marketing, sur sales, et même sur produit presque. En fait, alors produit c'est un peu différent, c'est souvent des mindsets qui ont déjà un peu ce truc-là, mais quoi qu'il en soit, finalement, moi je pense que les ops c'est une compétence que tout le monde n'a pas, mais dont toutes les fonctions ont besoin. Et qu'importe la phase de croissance. C'est-à-dire que plus tôt on le fait, plus tôt on se structure et plus tôt on est prêt à dire, à exécuter. C'est ce que je disais, c'est sûr que ça, je pense qu'on le vit tous, plus ou moins dans nos startups, que vite on est dépassé par le fait qu'il y a trop de complexité parce qu'on n'a pas mis en place les outils assez vite, etc. Bon, mais ça, j'ai envie de dire que c'est un peu c'est toujours un peu la même chose parce que il y a quand même un coût à faire des ops, ça ralentit aussi un peu parfois au début. Donc au début, quand on teste, de toute façon, tant qu'on est en mode pré-product market fit, ça sert à rien de faire des ops parce qu'on va péter tout le temps. Donc j'ai envie de dire que il faut rester très manuel. À partir du moment où on a le product market fit, là pour le coup, ça vaut le coup de construire les outils parce que comme je disais tout à l'heure, a priori, il y a quasiment rien qui va changer dans les 10 prochaines années sur ce qu'on vend, à qui, comment. Donc c'est juste optimiser ça. Oui, une fois qu'on a le product market fit. Et le faire grandir. Optimiser et le faire grandir. Ouais, ça. C'est la clé, ça devient l'exécution, quoi. C'est exécuter parfaitement, bien, vite, fort, structuré. Donc, ok. Ouais, parce que Ops, ça te fait passer de 100 à peut-être 150. Alors que trouver ton product market fit, ça te fait passer de 10 à 100. Donc, ça sert à rien de faire des Ops sur 10. Il faut attendre d'être à 100, quoi. Donc, non, mais ça, c'est important, quoi. C'est-à-dire qu'il faut pas optimiser un truc dont tu sais qu'en fait, il marche pas, quoi. Oui, qui est peut-être amené à bouger, etc. Ouais. En tout cas, à cette taille de boîte-là, des choses très standards sont tout aussi efficaces et permettent d'aller très vite. Écoute, merci beaucoup. Je pense qu'on a fait déjà un petit tour super intéressant. Nous, on a juste trois questions un peu signature qu'on vous posait un petit peu à la fin à chaque épisode, un peu en mode snack. Mais l'idée, c'est de récupérer 2-3 petits inputs de ta part sur pour commencer un concept ou un framework ou une réalisation qui a un peu changé ta manière d'entreprendre et que tu pourrais implémenter dans chacune de tes boîtes. Je suis sûr que tu vas en lancer encore plein. Non, bien sûr, j'en ai un certain nombre, comme tu sais. Non, mais le principal, j'en ai encore parlé hier à quelqu'un que j'accompagne, c'est OKR, là, Objective Key Result. Voilà, pour moi, c'est vraiment... alors, ça paraît très simple sur le papier, c'est un peu subtil, mais en gros, c'est de dire chaque trimestre, chaque année, c'est maximum 3 objectifs de transformation, d'évolution forte de son équipe, son entreprise. Et c'est les exprimer en disant un objectif, c'est aspirationnel. C'est-à-dire, je veux, dans 1 an, que ma boîte soit transformée de telle manière ou que cette équipe soit transformée de telle manière. Et ensuite, les key results, c'est les milestones, les jalons, où je sais que si j'ai atteint mes 3 key results, a priori, mais mesurables, très mesurables. Pour le coup, ce qui est aspirationnel n'est pas mesurable. C'est vraiment, voilà, c'est ça ma vision. Et les key results sont très mesurables. Donc, par exemple, c'est toujours bien de donner des exemples pour ceux qui savent pas, mais hier, j'étais avec un gars qui vend des fruits et légumes, et lui, il a un enjeu de gamme. Il doit étoffer sa gamme et aller au-delà des fruits et légumes. Donc, je lui dis, ton objectif, c'est de dire, voilà, je suis aujourd'hui un vendeur de légumes. Demain, je vais être un vendeur de légumes et autre chose. Hein. Donc, ça, c'est vraiment aspirationnel. C'est vraiment une transformation de ton entreprise. Voilà, c'était un vrai objectif. Et ensuite, tes key results, c'est, du coup, je veux avoir, d'ici le 30 septembre, défini ma gamme. Je veux lancer cette gamme en octobre et je veux qu'à la fin de l'année, ça fasse 10% de mon chiffre d'affaires. Voilà, ça, c'est les key results. Donc, à la fin de l'année, je suis capable de dire est-ce que j'ai ma gamme fin septembre, est-ce que je l'ai lancée en octobre et est-ce que ça fait 10% de mon chiffre d'affaires. Voilà, donc c'est très simple, c'est pas c'est blanc-noir. Enfin, blanc-noir, après il y a du gris, mais en tout cas, je peux toutes les semaines les mesurer. Et ensuite, une fois qu'on a ce modèle, c'est très important, la boîte doit être drivée, moi je dis avec les KPI plus ça. C'est-à-dire que les KPI, c'est ce qui permet de vérifier que le business tourne. Donc, pour la fourchette, il y a toujours plus de restos, il y a toujours plus de résa, la satisfaction client est bonne, la satisfaction employé est bonne, etc. Et par contre, les OKR, c'est pour les transformations. La fourchette, quand on a lancé The Fork Pay, ça c'est une transformation. Voilà, donc, énormément, un OKR boîte, il touche tout le monde dans la boîte quasiment. La finance, les RH, le sales, le marketing, etc. Donc voilà, donc ça pour moi, c'est magique.
Et parce que ça oblige à structurer énormément ces objectifs, c'est beaucoup plus simple de les communiquer aux équipes, c'est beaucoup plus simple de les suivre, et beaucoup plus simple d'aligner tout le monde dessus, ce qui est souvent dans les boîtes un énorme problème. Voilà. Et peut-être plus pour corroborer ça, 5 minutes, enfin 30 secondes, on parlait d'ouvrir des nouveaux pays, et j'ai vu les OKR arriver chez La Fourchette justement, et je trouve que ça nous a aidé énormément à avoir un vrai focus sur l'ouverture d'un pays à un moment donné. Ça en faisait une vraie priorité pour l'entreprise, transverse comme tu dis, et ça a aidé en fait à avoir ce focus nécessaire pour déprioriser certains autres sujets, et donc de pouvoir se concentrer sur ces rachats-là, quoi. Donc je ne peux être que d'accord avec avec ce framework-là qui est très efficace. L'autre question, c'était effectivement l'erreur ou la pire fausse bonne idée qui t'a peut-être coûté le plus cher, que tu as eu depuis que t'es entrepreneur. Voilà. Non, je pense que la fausse bonne idée, je sais pas si c'est une fausse bonne idée, mais la tendance, c'est de vouloir investir trop tôt. Voilà. De vouloir grossir trop tôt. C'était vrai sur l'international pour La Fourchette, parce qu'on a aussi ouvert trop de pays, je pense. Au-delà du fait que c'était pas les bons, toujours. Du coup, en fait, il y a un moment donné où c'est bien de se mettre dans sa zone d'inconfort, mais pas dans sa zone de panique, quoi. Et souvent, en tant qu'entrepreneur, on a notre zone de panique, elle est très loin. Donc, il faut être capable aussi de prendre en compte la zone de panique de chacun dans l'entreprise et de pas, voilà. Donc, pour moi, c'est ça moi, ma tendance au risque, c'est de vouloir aller trop vite, de vouloir grossir trop vite et du coup, d'être un peu impatient. Du coup de parfois mettre la charrue avant les bœufs. Donc voilà, moi j'ai envie de dire que c'est ça mon type d'erreur le plus fréquent et qui coûte cher, hein, parce que ça coûte cher d'un point de vue humain, ça coûte cher d'un point de vue cash, parce qu'il y a un moment donné où on déploie mal son cash, parce qu'en fait comme on est moins efficace en plus sur plusieurs fronts, bah en fait ça coûte beaucoup plus cher, ça va moins vite, etc. Donc voilà. On en revient au focus. Ouais. Et dernière, c'est peut-être que je te tends une petite perche, mais c'est un contenu, livre, newsletter, podcast. Donc, qu'est-ce qui t'a le plus apporté ou qu'est-ce que tu voudrais mettre en avant? C'est une newsletter que je fais moi-même, qui m'apporte le plus en ce moment. Donc, on a cité tout à l'heure, ça s'appelle Les Cactus. On peut aller sur lescactus.info pour s'y inscrire. Et en fait, c'est parti du principe, il y a 4 ans, que j'étais entouré de personnes qui me disaient qu'elles voulaient qu'elles voulaient faire des gestes pour l'environnement. Et quand je leur posais la question de ce qu'elles faisaient, je me rendais compte que ce qu'elles faisaient était souvent... c'était vraiment des tout petits gestes, alors qu'elles faisaient à côté elles avaient des actes de consommation qui étaient quand même assez coûteux pour l'environnement. Et donc, j'ai décidé petit à petit de lancer cette newsletter pour vraiment les consommateurs, pour comprendre ce qui, dans ma vie de tous les jours, coûte cher en émissions de CO2, qu'est-ce qui coûte moins cher, quelles sont les alternatives. Donc ça s'appelle Les Cactus et du coup ça m'apporte beaucoup parce que je suis obligé on est 2-3 à travailler dessus, mais on fait beaucoup de recherches forcément pour dire que des choses qui sont a priori vérifiées et on comprend beaucoup de choses sur cette crise climatique et dans notre quotidien qu'est-ce qui est très coûteux et aujourd'hui quelles sont les alternatives. Et ça m'apprend aussi beaucoup de choses sur la psychologie humaine parce qu'en fait ça serait assez simple de réduire fortement l'empreinte mondiale, mais on se confronte en fait à l'incapacité fondamentale de l'homme, hein, dont je fais partie, à changer. Et ça, c'est quand même une barrière très forte. Je l'avais vu en entreprise, je le vois maintenant avec les cactus, que les personnes ont beau savoir, c'est pas parce qu'elles savent qu'elles changent. Ouais, c'est ça. Et en tout cas, pour être abonné à ta newsletter, effectivement, je peux confirmer que le contenu est super intéressant, extrêmement concret. Donc bravo encore pour ça aussi. C'est vraiment, vraiment super intéressant. Écoute, Bertrand, merci beaucoup pour cette heure de discussion. C'était passionnant. J'espère que vous avez appris énormément de choses, en tout cas du concret sur les sujets qu'on a pu aborder. Donc voilà, n'hésitez pas à revenir et à vous abonner à ce podcast pour en savoir plus dans les prochains épisodes. Bertrand, merci Benjamin. Et à très vite. Ouais, à très vite.